Une femme noire veut devenir agent. Vous pensez que c'est un film? Il rugit, puis appuya sur la gâchette, là, dans la rue. Un policier blanc, une arme à la main, une femme non armée, et un verdict qui a secoué la nation. Il pensait donner une leçon à une aspirante agente du FBI. Mais non, il venait de tirer sur une véritable agente fédérale. Et si la loi protège la couleur de la peau mais pas la dignité, alors, qu'appelle-t-on justice? Là où vous vivez, de qui les gens devraient-ils avoir peur? Le SUV noir métallisé glissait à travers l'intersection comme une flèche silencieuse. Son moteur hybride émettait à peine un bruit. Pourtant, cela attira immédiatement l'attention de Rick Soloway. Sur Jackson Avenue, un endroit où seuls ceux ayant une raison valable pouvaient ralentir sans être interrogés, cette voiture n'était qu'une égratignure sur la toile blanche immaculée du privilège. La rue encombrée retenait son souffle. Il sauta de sa voiture comme un prédateur. Pas besoin de sirène pour signaler la chasse. Des Noirs conduisant des SUV du gouvernement? Un voleur, sans aucun doute. Les mots sortaient de sa bouche sans passer par une seule couche de pensée. Ce n'était ni une question ni un ordre. C'était un préjugé catégorique, une sentence prononcée avant même qu'aucun témoignage n'ait été entendu. Il avançait comme si toute la rue avait été pavée pour qu'il puisse rendre justice. Et la femme noire dans ce SUV était la cible évidente. La portière de la voiture s'ouvrit. Elle sortit. Pas de panique, pas de dispute, pas de demande de clémence. Elle se tenait là, vêtue d'une veste de sport gris clair, d'un pantalon kaki ajusté. Sa main gauche tenait un téléphone, l'écran d'urgence toujours allumé. Elle ne disait rien, portait de grandes lunettes de soleil noir, regardant Rick droit dans les yeux comme si elle avait vu ce regard 100 fois. Et à chaque fois, c'était une démonstration de la façon dont une faible puissance pouvait s'abaisser. Rick ne pouvait pas supporter ce regard. Il fit un pas en arrière inconsciemment, puis tira son arme. Aucun avertissement, aucun ordre de se coucher. Aucun appel à la reddition. Un simple clic sur la gâchette. Et hop, bang. La première balle lui traversa l'épaule gauche. Elle tituba, sa jambe gauche se dérobant légèrement. Rick plissa les yeux et tira un second coup de feu. La balle transperça son côté droit, le tissu, le silence, les limites même du pardon de l'histoire. Elle s'effondra. Son épaule heurta le trottoir. Sa main droite, toujours serrée sur le téléphone, le lâcha, et l'appareil glissa sur le côté, sur l'asphalte. L'écran restait allumé. L'appel d'urgence était toujours en cours de connexion. Mais Rick ne le regarda pas. Il donna un violent coup de pied dans l'appareil, comme s'il piétinait une manifestation invisible. « Qui appelles-tu » ? « Votre loi » gronda-t-il, chaque mot craché comme pour punir le plastique et le métal d'avoir osé le défier. Un cri d'enfant résonna dans l'air. Elle n'a rien fait. Une petite fille dans la voiture d'accent grave côté, le visage collé à la vitre, les yeux écarquillés de terreur, les larmes aux yeux. Rick se retourna et leva son arme vers le véhicule. « Reculez avant d'être la prochaine » rugit-il. La mère à l'intérieur serrait sa fille fort, tremblante, reculant. Alors que la rue entière se mettait à bouger, comme si chacun tentait de fuir la folie d'un homme en uniforme, Rick se retourna vers la femme allongée immobile. Du sang coulait de son épaule gauche, dégoulinant jusqu'au bout des bottes de police de Rick, cirées la veille pour une inspection. Il baissa les yeux, les fixant sur le point où le sang touchait son cuir. Un instant d'hésitation. Bref, mais réel. Cet instant aurait dû être le point de rupture. La voix murmurant qu'il avait franchi une ligne irréversible. Mais Rick ne l'écouta pas. Il leva les yeux vers son visage inerte et grogna. « J'ai bien fait. » Le vent se mit à souffler dans la ruelle. Les sirènes hurlaient au loin, mais n'arrivaient pas. Elle resta immobile. Pas un gémissement, pas un appel à l'aide. Pas un dernier souffle. Juste ses yeux toujours ouverts, fixés sur Rick. Comme si ce dernier regard était une sentence à laquelle il n'échapperait jamais. Aucun tribunal ne pouvait condamner Rick aussi profondément que ses yeux. Aucun verdict ne le déstabiliserait autant que ce moment-là. Rick resta là, respirant bruyamment, l'arme toujours en main. Ses yeux scrutaient les alentours,
comme s'il cherchait quelqu'un pour lui taper dans le dos et dire « Tu as bien fait ». Mais personne ne vint. Seul le téléphone baignait dans une mare de sang, l'écran clignotant, tandis qu'une caméra de surveillance du quartier continuait de filmer, sans ciller. Personne ne demanda pourquoi Rick avait été renvoyé, car tout le monde avait vu. Aucune explication n'était nécessaire. Mais personne ne savait encore qui était cette femme. Et il ne savait pas encore que, lorsqu'elle avait saigné, le système avait cessé de fonctionner. La gâchette s'était enfoncée jusque dans ses fondations. Et ce fut ce bruit, le claquement métallique et froid des menottes heurtant l'asphalte, qui mit fin à ce moment fugace entre le sang, la poussière et le silence des yeux. Rick bondit en avant comme une bête affamée, non pas pour obéir à des ordres, ni pour la loi, mais pour la rage que son regard avait osé provoquer. Il frappa son épaule de sa botte, son genou s'écrasant contre sa poitrine gauche avec une force à faire hurler de douleur. Mais elle ne hurla pas. Pas un gémissement. Pas une résistance. Pas une supplication. Au contraire, ses yeux restèrent ouverts, scrutant chacun de ses mouvements comme si c'était elle qui l'examinait, le jugeait, décidait du moment où sa violence devait cesser. La main de Rick, à cet instant, n'était plus stable. Son pouce glissa, tremblant légèrement. Mais il se pencha quand même et lui passa les menottes, avec une telle force que l'articulation de son épaule se déboîta. Un craquement sec retentit. Elle ne dit rien. Rick serra les mâchoires, feignant le calme, mais il savait que ce n'était pas une victoire. Personne ne gagne quand on s'agenouille et qu'on doit encore lever les yeux pour comprendre ce que dit le regard de la personne sous nos bottes. Et ce regard disait tout. Tu as peur, Rick. Incapable de supporter cette sensation, Rick rugit et se tourna vers sa radio. Demandez du renfort. Je viens de déjouer une tentative d'attentat à main armée par un suspect potentiellement lié au gouvernement fédéral. Dépêchez une équipe de données immédiatement. Sa voix était forte, énergique, mais la façon dont elle s'étirait à la fin des mots trahissait tout. C'était un homme qui tentait de transformer la panique en autorité. Aucune réponse ne vint immédiatement. Et dans ce silence, Rick se pencha soudain et déchira la partie ensanglantée de sa chemise à l'épaule gauche, celle déjà touchée par le tir, là où le sang ne cessait de suinter. Il marmonna, cherchant des armes, mais ses mains ne cherchaient pas. Elles exposaient, déchiraient, laissaient couler davantage de sang. Comme si son silence était une insulte, et que la seule façon de riposter était de laisser son sang tacher ses mains encore plus profondément. Le sang ruissela, se déversant sur elle. Le poignet menotté, ses yeux ne le quittèrent pas. Elle ne réagit pas. Mais chaque goutte lui semblait un coup de fouet contre le masque de pouvoir que Rick tentait désespérément de maintenir. Son immobilité n'était pas une capitulation. C'était le choix de quelqu'un qui savait manier le silence comme un verdict. Sans explication. Une autre voiture de patrouille s'arrêta brusquement. Un jeune policier en sortit, stupéfait par la scène, Rick agenouillé sur une femme noire, l'épaule trempée de sang, les mains menottées dans le dos, immobile comme une statue. Il se figea. Non pas parce qu'il ne savait pas quoi faire. Mais parce que ce qu'il voyait était trop évident. Compréhension. Lorsqu'une femme est abattue en plein jour, saignant abondamment, et que personne n'ose prononcer son nom, la véritable terreur ne réside pas dans la blessure, mais dans le silence qui l'entoure. Une infirmière junior, en poste depuis moins de 6 mois, tenta de se protéger la main tout en photographiant le bracelet de la patiente. Ni nom, ni date de naissance. Seulement 4 mots gravés au laser, agent fédéral de terrain. Elle tressaillit, trembla, effaça l'image au bout de 5 secondes, mais sa paume resta moite de sueur froide pendant le reste de son service, et le nom derrière ces 4 mots devint une question. Personne n'osait poser la question à voix haute. À 2 heures du matin, une caméra installée dans le couloir du 4e étage, où se trouvait l'unité de soins intensifs, avait filmé 2 hommes en chemise simple, badges ovales sur la poitrine et masques noirs. Ils n'ont pas demandé le médecin traitant, n'ont pas présenté de mandat, ne se sont pas arrêtés à la réception. Ils sont restés silencieux devant la chambre 407 pendant exactement 6 minutes, scrutant à travers la vitre sans teint, sans un mot. Puis ils sont partis comme s'ils n'étaient jamais venus. Le chef de médecine interne, un médecin chevronné ayant traité des cas de décès au niveau fédéral, a personnellement envoyé une demande d'accès au dossier médical complet de la patiente.
Il a invoqué l'autorité de surveillance médicale au niveau de l'État et les clauses d'urgence pour les victimes de blessures par balle. Mais moins de 10 minutes plus tard, une réponse est arrivée, cryptée et signée par le bureau régional du FBI. Elle se résumait à une seule phrase: statut inactif de la cible, accès interdit. Aucune explication, aucun addendum, aucun point. Selon la politique fédérale, cette peine constituait un confinement souple, ce qui signifiait que les médecins étaient autorisés à la maintenir en vie, mais interdiction de savoir qui elle était, interdiction de la toucher. Ses effets personnels, l'interdiction de contacter sa famille et de divulguer la moindre information à l'extérieur, y compris le fait qu'une personne comme elle se trouvait à l'hôpital. Le chef de la police municipale, Rick Soloway, toujours l'enquêteur officiel principal, a déposé une demande d'enquête indépendante, espérant comparer son sang, scanner ses empreintes digitales et vérifier son casier judiciaire. La demande a été rejetée au premier contrôle d'accès. Le Bureau fédéral de la sécurité a répondu avec un formulaire stérile. La récupération d'informations nécessite une vérification interne au niveau suprême. Toutes les données concernant cette personne échappent à la compétence des enquêtes civiles. Il a jeté le document imprimé sur son bureau, s'est adossé à sa chaise, le regard errant entre ses outils d'enquête, comme s'il était incrédule qu'une personne ayant tiré en public devant une communauté entière puisse disparaître de toutes les bases de données publiques en moins de 12 heures. Aucun reportage n'a été diffusé. Aucun journaliste n'a trouvé de piste. Même le système de surveillance routière de la ville avait mystérieusement perdu les images des minutes 22 à 28 de l'incident. À l'intérieur de l'unité de soins intensifs, le directeur de l'hôpital se tenait silencieusement à la fenêtre. Derrière la vitre par balle, la femme noire restait immobile, le souffle court. Si c'était préprogrammé, aucun garde posté, aucun observateur. Pourtant, personne n'y entra, car tout le monde avait l'impression que la pièce n'était plus un service hospitalier. C'était devenu une unité tactique, une coordonnée appartenant à un système que personne ne voulait toucher. « Qui est-elle » murmura le chef de service, sans adresser la question à qui que ce soit. Sa voix ne trahissait aucune surprise, seulement le ton las d'un homme qui avait vu trop de secrets enveloppés de velours, enfouis dans le sang, mais jamais une personne que le gouvernement lui-même avait choisi de ne pas reconnaître. Personne ne répondit. Comment pouvait-on répondre à une question sur quelqu'un que le système tout entier avait effacé de la carte de la justice ? Dans le dossier interne de l'hôpital, la dernière entrée avait été saisie par l'infirmière en chef, patiente d'environ 35 ans, identité non confirmée, état stable, aucune réponse aux stimuli standards, aucune identification familiale, aucune donnée biométrique, aucun groupe sanguin dans le système, aucun antécédent médical. En dessous se trouvait un champ vide réservé aux remarques personnelles, mais personne ne le remplit, car rien ne valait mieux qu'un silence absolu. Le sang sur son bras gauche avait déjà séché lorsque le médecin fédéral prononça le verdict. Le système biométrique clignota pour la 3e fois. Les données du niveau 7 avaient été contournées. Le niveau 8 resta silencieux, mais le niveau 9, la couche que personne ne touche sans code oméga, émit son premier son en 7 ans. Identité confirmée, Alina Grave, agent fédéral. Protocole oméga 9 déclenché. Pas d'alarme, pas de voyant clignotant, seulement une séquence de commandes automatisées. Le désengagement du chiffrement passa en mode masquage d'entité. Tous les enregistrements liés au nom d'Alina Grave furent retirés des systèmes gouvernementaux en 8 minutes, diplôme, acte de naissance, déclaration fiscale, ordre de déploiement militaire, empreinte digitale, échantillon de sang. Même sa photo d'identité militaire de 2016 fut effacée des serveurs de sauvegarde de l'anglais. Aucun membre du personnel n'a été prévenu. Personne ne savait qu'il avait exécuté, et personne n'osait demander pourquoi. À l'intérieur d'un immeuble de 6 étages sans signalisation, situé dans une zone sécurisée de Washington, D.C., les lumières du couloir s'éteignaient puis se rallumaient. Un code rouge s'activa dans la salle de briefing du 3e étage. Un conseiller principal prit son café avant d'en boire une gorgée. Une agente déverrouilla un tiroir, sortit une tablette scellée et lut le rapport d'état. Alina Grave affichait un conflit d'unité locale. Une seconde plus tard, elle se leva et se dirigea rapidement vers la cage d'escalier, serrant contre elle un dossier scellé plus d'1 mois auparavant dans la salle de conférence de la sécurité intérieure. Le premier à prendre la parole fut le directeur du FBI.
Pas de salutation, pas de bavardage. Il posa simplement la main sur la table, d'une voix lourde comme le fer. Si elle meurt, nous perdrons tout le réseau d'actifs de la zone 9. Une minute plus tard, il ajouta, cette fois sans regarder personne. Elle est le seul lien entre 3 lignes d'infiltration au cours des 2 dernières années. Personne ne peut la remplacer. Sur l'écran principal, il n'y avait que 2 lignes. Opération Oméga. Allen acquiesça. Le conseiller en politique interne, cheveux gris, cravate grise, impassible, tenait un courriel imprimé daté de 37 jours auparavant. L'objet en gras indiquait « Exposition potentielle d'Alina lors de la traque de Rick Soloway ». La dernière ligne manuscrite à l'encre noire, en cas de compromission, Oméga 9 pourrait être activé sans l'approbation présidentielle. Personne dans la salle ne demanda pourquoi, car chacun savait ce que signifiait l'activation d'un niveau Oméga. Un agent est grièvement blessé par les forces locales lors d'une mission classifiée. Le système n'enquête pas sur les causes. Il propose 2 réponses, se couvrir ou effacer. Le téléphone de surveillance sonna. Une voix grave, aucune identification. Elle a été blessée par balle. Activer le protocole fédéral de dissimulation. Prioriser l'habilitation Oméga. Ensuite, ils ne surent pas qui avait appelé. Mais le fait que l'appelant ait utilisé « Oméga » et non les termes « protection »,« sécurité » ou « médical » suffit à calmer toute la table, comme si un verdict scellé venait d'être prononcé. Sur le terrain des opérations, le réseau interne du FBI reçut un paquet chiffré SHA 512 sans adresse d'expéditeur. Son seul contenu était une liste de tous les contacts avec lesquels Alina avait interagi au cours des 3 dernières années, y compris les codes personnels de 5 hauts fonctionnaires, 2 journalistes d'investigation et 3 policiers infiltrés. Dans chaque champ de statut individuel, un mot « actif ». La main du responsable technique hésita sur le nom final, Soloway Rick, traque la cible contact indirect. La note en italique, chiffrée par un code interne de surveillance via le niveau 3, aucun contact direct. Risque d'atteinte à l'identité. Salut. De l'autre côté de la ville, dans le commissariat central, quartier général, Rick Soloway ignorait encore tout de la présence de ces éléments dans un système qu'il croyait contrôler. Mais au sein du commande. Image des médias sur les lieux. C'était sa photo d'archive officielle, fond noir, encre rouge, classée, inclinée sous la ligne. Niveau de campagne, opération en profondeur, priorité stratégique, zone 4, réseau de sécurité intérieure. Personne dans la pièce ne bougea. La ligne suivante apparut sans qu'on y soit invité, objectif opérationnel. Infiltrer Tricor, vérifier les actions illégales des forces de l'ordre au niveau de l'État. La dernière ligne affichait un nom, celui de l'officier Rick Soloway. Whittaker ne donna pas plus de détails. Il scruta la pièce comme s'il évaluait la conscience et la loyauté de chaque personne présente. Je sais que certains d'entre vous ont déjà travaillé avec la police d'État. Certains d'entre vous ont participé à des raids antinarcotiques et à des campagnes de lutte contre la criminalité des gangs, mais c'est différent. Elle n'était pas une agente d'infiltration ordinaire. Et lui, Rick, n'est pas seulement une erreur. Il sortit une enveloppe épaisse et la posa sur la table. Il est le dernier maillon de la chaîne reliant le commandement de la police au courtier en armes de Cobalt Ray. Un jeune agent, d'un accent grave peine 30 ans, jeta un coup d'œil à son collègue, qui hocha la tête. Il a fait l'objet d'une enquête au Texas. La même année, Alina obtint le titre de guerrière silencieuse pour avoir démantelé 3 commissariats surpris en train de blanchir des pots de vin provenant de fonderies du marché noir. Personne ne prononça les passages sanglants à voix haute, mais tout le monde se souvenait de la façon dont 3 commandants furent arrêtés pendant le petit déjeuner grâce à une caméra cachée intégrée dans la poupée que sa fille lui avait donnée avant le travail. Cette opération, poursuivit Whittaker, a pris fin après 8 mois. Mais le plus dangereux n'était pas les arrestations. C'était la fin, quand Alina, déguisée en comptable de la salle des fournitures, a discrètement enregistré l'accord de Rick Soloway avec le chef de zone de Cobalt Ray. Il a accepté une mallette pleine d'argent liquide et a signé une feuille d'inventaire indiquant les preuves de destruction. Tout fut enregistré grâce à un micro caché derrière le 2e bouton de sa chemise. Personne ne demanda de preuves. Personne ne ressentit le besoin de réécouter l'audio.
Il savait que si Whittaker avait apporté cette diapositive, alors chaque étape de l'opération avait été vérifiée 3 fois, chaque rapport scellé au point. Ils n'avaient pas besoin d'une raison pour croire Alina. Ils avaient besoin d'une raison pour ne pas croire Rick. Et ce soir, personne n'en trouva. Elle, souligna Whittaker, est la seule agente en 6 ans à être entrée dans le système de contrôle indépendant. Aucun rapport au siège de l'État, aucune extraction via les chaînes traditionnelles de niveau 3. Il s'agit d'un agent classé comme ne nécessitant aucune autorisation, ce qui signifie que toute action entreprise dans la zone grise est considérée comme valide tant que le résultat garantit l'intégrité de la sécurité nationale. Un directeur adjoint s'avança. Sa voix n'était pas forte, mais la gravité qu'elle contenait resserrait l'air. À compter d'aujourd'hui, toutes les interventions au niveau local sont suspendues. La police d'État n'aura aucun accès à nos données. Toute tentative des commissariats de police de soutenir la gestion des lieux sera considérée comme une obstruction au protocole fédéral. Un autre agent activa son micro, non pas pour parler, mais pour lire. Rapport 73. Le nom de Soloway figurait sur la liste des suspects il y a 5 ans. Nous l'avons raté, mais pas elle. Puis une voix glaciale, venant du bout de la table. Le commandant de la force opérationnelle stratégique de Boston était arrivé quelques heures plus tôt. Si elle meurt, c'est le premier corps que nous ouvrirons. Du crâne à la paix. La pièce s'immobilisa. Tout le monde comprit qu'il ne s'agissait pas d'une menace, mais d'une directive interne, un ordre tactique venant d'en haut. Dehors, le soleil n'était pas encore levé. Mais à l'intérieur, les lignes de bataille furent tracées, non pas entre policiers et criminels, mais entre le système et le virus, la loi et ceux qui la contournent pour y échapper. Et dans ce système, Alina n'était plus seulement une personne. Elle était la lentille, la fracture à travers laquelle la lumière s'infiltrait dans un fondement de justice présumé scellé. Maintenant je comprends pourquoi elle y allait toujours seule, murmura une enquêtrice, sans savoir si elle s'adressait à quelqu'un en particulier. Ce n'était pas de la fierté. C'est parce qu'elle ne savait jamais qui était assez propre pour marcher à ses côtés. Whittaker ne répondit pas. Il ferma le dossier, puis fit signe de passer à la diapositive finale. La salle retenait son souffle. C'était une carte au centre, le commissariat où travaillait Rick. Des zones rouges l'entouraient. Les points de données avaient été enregistrés seconde par seconde, marquant chaque individu ayant touché le dossier d'Alina au cours des dernières 24 heures. Un réseau de mains essayant d'effacer une trace. Mais trop lent. Nous avons 3 heures, déclara le directeur adjoint avant de se rendre compte que tout le monde dans ce système n'était pas prêt à rester silencieux. Puis il se tourna vers Whittaker, résolu. Est-ce qu'on lance ce soir ? Le directeur régional ne répondit pas. Il se contenta de regarder la dernière diapositive, l'image d'Alina, des lèvres aux yeux froids, pressée sans arme ni mandat. Et en dessous, une ligne ajoutée à l'encre rouge, écrite à la main, elle ne s'est pas battue pour survivre. Elle s'est battue pour s'assurer que le système ne soit pas détourné par des hommes en uniforme trahissant leur insigne. Il hocha la tête pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. Nous avons commencé. Elle n'a pas rêvé. Pas de lumière blanche. Aucune sirène d'ambulance ne résonnait d'un endroit lointain. Lorsque la conscience revint, elle ne fut pas marquée par la douleur. Cela lui frappa la colonne vertébrale comme une convocation. Ses yeux s'ouvrirent sans trembler, sans hésitation. Ils s'ouvrirent brusquement, comme s'ils n'avaient jamais été fermés. Un plafond blanc éclatant, une légère odeur antiseptique, le bip régulier d'un moniteur cardiaque. Rien de tout cela ne lui semblait être une forme d'attention. Se réveiller avec elle n'était pas une question de survie. C'était une réaffectation. Elle entendit les chaussures de l'infirmière chuchoter à la porte, mais ce ne fut que lorsque quelqu'un s'avança, jeta un coup d'œil au moniteur et demanda doucement « Voulez-vous une injection de morphine, Madame Grave ?» qu'elle parla. Aucune explication, aucune ordonnance de suivi, juste un refus, non pas pour prouver sa force, mais parce qu'elle ne permettrait à aucun produit chimique de brouiller les images dont elle avait besoin de se souvenir. Elle avait besoin de se souvenir de tout, clairement intact. Elle regarda directement l'homme au manteau noir debout au pied du lit, une expression qui ne demandait pas son nom, n'avait pas besoin de connaître son rang. « Montrez-moi les images de l'incident,
demanda-t-elle, dénuée d'émotion et sans demander de permission. L'agent hocha la tête, posa une tablette, passa à un enregistrement de caméra de rue où elle était en vêtements civils, sortait du véhicule, les mains en avant, non armée, sans réaction, et Rick Soloway en uniforme leva son arme. Il cria quelque chose, mais cela n'avait pas d'importance, car ce qui comptait venait après, un regard louche. Elle gela la vidéo. Ses yeux ne vacillaient pas, ne montraient aucune surprise. Ils étaient plus froids qu'un rapport non signé. Il l'a reconnue. Cette phrase n'avait pas besoin d'être argumentée. Personne ne la contesta. Elle avait déjà vu ce regard dans une salle de briefing au Texas, il y a 5 ans, lorsque Rick se tenait au bout du couloir en train de sucer une menthe, parcourant les dossiers internes la semaine même où elle avait infiltré l'opération Cobalt Ray. Et le regard qu'il lança aujourd'hui n'était pas un réflexe. C'était une confirmation qu'il savait qui se tenait devant lui et qu'il avait quand même appuyé sur la gâchette. Elle s'assit, aucune aide ne fut nécessaire. Sa colonne vertébrale se raidit suffisamment pour la maintenir debout, même si la blessure dans son dos saignait encore légèrement. Une infirmière s'instinctivement tendit la main pour l'aider, mais s'arrêta. Légèrement penchée vers les caméras, non pas pour être jugée, mais pour jouer, la juge-présidente frappa le gavel pour la 3e fois et commença par une phrase inattendue. « Chacun ici sait qui est l'accusé, mais aujourd'hui, nous devons décider si ces actes peuvent encore représenter la loi. » Cette question ne visait pas la loi, elle portait directement atteinte à la dignité de chaque personne présente dans la salle. La procureure s'avança. Elle n'ouvrit pas d'ordinateur portable. Elle ne feuilleta pas ses notes. Elle tenait une simple feuille de papier avec seulement 3 lignes soulignées. « Officier Soloway », commença-t-elle. Pas de salut, pas de sourire. Dites au jury, au moment où vous avez appuyé sur la détente, comment avez-vous déterminé qu'elle était armée? Rick ne sia pas. Il répondit immédiatement, comme s'il avait répété. J'ai senti une menace. La sentence résonna dans la salle d'audience comme un os fracturé. La procureure hocha légèrement la tête. Le sentir? Soyons clairs. Était-ce dû à sa posture ou à son regard? Rick leva le menton. Les deux. Les deux. Alors, comment son regard exprimait-il exactement le danger? Rick haussa les épaules. Ils étaient perçants, provocateurs. Ils ne reculèrent pas. La procureure insista sur chaque mot. Une raison suffisante pour tirer? Rick resta immobile, essayant de paraître calme, mais les regards derrière lui se déplaçaient. Les chaises des jurés grinçaient subtilement. Elle posa le papier sur la table, puis sortit une copie couleur de son dossier, une capture d'écran d'un mème que Rick avait envoyé à un groupe interne 2 ans plus tôt. L'image montrait un homme noir pointé sur lui avec une arme de police. La légende disait « Si j'hésite, je ne suis pas flic ». Un juré fronça les sourcils. Le juge hocha la tête. Preuve acceptée. Cette photo, dit le procureur en la tournant pour que Rick puisse la voir, vous souvenez-vous quand vous l'avez envoyée? Rick jeta un coup d'œil. Je ne m'en souviens pas. Vous ne vous en souvenez pas? Sa voix s'aigrit. On ne se souvient pas d'avoir raillé un homme noir sous la menace d'une arme dans un mème pour se retrouver ici aujourd'hui accusé du même acte, mais cette fois, ce n'était pas un mème, c'était du sang. Rick ne dit rien. Elle s'avança lentement vers le jury. Mesdames et messieurs, plus besoin de discuter d'intention. L'intention était écrite, stockée sur un serveur interne, et finalement, elle fut tirée avec un Glock tenu par cet homme là-bas. Un juré, un homme aux cheveux grisonnants au dernier rang, se pencha et chuchota à son voisin. Le micro capta la scène. Il fit comme si c'était planifié. L'atmosphère se tendit. Le procureur marqua une pause. Puis elle produisit un autre document. Il s'agissait d'un dossier datant d'il y a 5 ans. Rick Soloway avait un jour postulé pour rejoindre l'unité d'enquête fédérale. Et pourquoi sa candidature avait-elle été rejetée? Elle le regarda droit dans les yeux. Instabilité psychologique, plus précisément tendances violentes et réactions émotionnelles extrêmes dans des situations de forte pression. Les jurés commencèrent à prendre des notes. Plus personne ne levait les yeux vers Rick. La procureure se dirigea vers le centre de la salle.
Elle n'utilisa ni estrade ni papier. Elle regarda chaque personne présente et déclara. Il n'a pas simplement tiré sur quelqu'un. Il a tiré sur la loi. Il n'a pas simplement appuyé sur la gâchette contre un agent sous couverture. Il a appuyé sur la gâchette des mécanismes même du pouvoir que nous avons mis en place pour faire respecter la justice. Et aujourd'hui, si nous laissons cela passer, cela signifie que la loi elle-même peut être abrogée parce que quelqu'un n'a pas aimé la façon dont elle le perçoit. Rick bougea pour la première fois. Il se tourna vers son avocat. Il ne dit rien. Mais ce seul revirement révélait la panique qui se cachait sous l'arrogance. Il ne s'attendait pas à ce que les choses dégénèrent aussi vite. Il pensait pouvoir encore expliquer, encore détourner l'attention. Mais chaque élément de preuve présenté était une confession rédigée il y a longtemps par l'arrogance même qu'il avait autrefois portée comme privilège. Et maintenant, il savait que ces 3 mots, menace perçue, n'étaient plus suffisants pour sauver qui que ce soit, surtout lorsque la personne la plus dangereuse dans la pièce était lui. Le tribunal n'avait pas encore repris ses travaux, mais les médias se sont emportés comme si une condamnation à mort venait d'être signée. Ce n'était pas dû à un nouveau témoignage. Pas d'Alina. Elle était toujours absente. Pas de Rick. Il était détenu dans une chambre d'isolement temporaire, son visage pâle sous la façade en ruine de l'autorité. Le choc vint d'un email, non divulgué, non piraté, mais d'un communiqué officiel du Bureau des opérations fédérales, tamponné à l'encre rouge, vérifié pour son authenticité et son accès. L'email appartenait à Alina Grave. Date d'envoi, 4 jours avant le tournage. Objet, urgent. Le suspect Rick Soloway pourrait avoir des liens avec le réseau de collusion interne et demander une protection des témoins. 6 juin, 3 extraits de texte d'un rapport plus long qui n'avait pas encore été soumis au niveau fédéral. Dans ce document, Alina décrit Rick comme une entité à double face, protégée par le système, mais effaçant activement les traces laissées par des informateurs externes. La dernière phrase, soulignée en rouge par l'unité d'analyse de sécurité, était la suivante: le suspect Rick Soloway reçoit des instructions d'une force clandestine. Protéger le témoin avant sa neutralisation. 20 minutes après la publication, un fichier audio interne décrypté fut présenté par le FBI comme preuve corroborante. La voix, basse et granuleuse, avec des interférences de signal, était suffisamment claire pour que la reconnaissance vocale basée sur l'IA confirme Rick Soloway. La phrase était flagrante, sans filtre, sans prétention. J'ai entendu les fédéraux renifler notre équipe logistique. Je m'en occupe en premier. Une autre voix masculine gloussa. Si c'est une taupe, je n'ai pas besoin d'autorisation. J'ai appuyé sur la gâchette en premier, juste pour être sûr. Pas un mot de tout cela ne fut répété lors du point de presse. Seuls les agents hochaient la tête lorsqu'on leur demandait de vérifier. La voix sur la bande correspondait à des échantillons enregistrés précédemment du discours de Rick. 0 risque de falsification. Au début, les membres du comité de surveillance judiciaire pensaient qu'ils examinaient un cas de mauvaise gestion des renseignements, mais un deuxième dossier fut ensuite ouvert, confirmation du statut d'agent sous couverture profonde de l'agent Alina Grave, enregistré auprès du groupe de travail Ravenlock depuis 2020, chargé d'infiltrer les liens internes entre la police régionale et un réseau illégal de transport de catalyseurs industriels opérant sous la façade légale du conglomérat de sécurité privée Southern Core. Rick n'avait pas seulement tiré sur un civil, ni sur une femme non armée. Il avait appuyé sur la gâchette d'un lien critique des opérations fédérales. Et maintenant, la question n'était plus pourquoi tu tirais, mais que savais-tu déjà? Une copie décryptée d'un courrier électronique du centre de renseignement, marqué comme confidentiel, fut publiée à la demande du tribunal. Tous les liens entre Rick et 3 sujets sous surveillance active au Cobalt furent confirmés via l'imagerie satellite, les enregistrements de communication et les données de comptes anonymes. La présence de Rick Soloway dans les appels avec des personnalités clés indiquait une implication intermédiaire au minimum, et une influence de commandement au maximum. Puis vint le silence, le moment où la pièce s'est figée comme du verre sous la pression, parce que la clé USB qu'Alina avait transportée pendant le tournage fut mentionnée. Cela n'était pas répertorié dans les preuves, ni dans sa veste, ni documenté dans le rapport de scène. Et à présent, c'était devenu la seule chose que chaque camp voulait, une pièce à conviction, soit pour exposer, soit pour enterrer à jamais.
Le FBI ne voulut pas confirmer ce que contenait le rapport, mais un officier impliqué dans le rapport interne déclara dans un journal officiel qu'elle avait envoyé 3 clés USB dans le passé. Chacune d'entre elles avait conduit à la comparution en justice d'un agent secret. Si elle emportait une cette fois-ci, ce qu'il y avait dessus pourrait déclencher un système entier. Plus que savoir comment Rick serait traité, c'était surtout combien d'autres Rick étaient encore en liberté. Là, les visages étaient à l'abri, toujours armés et détenant le pouvoir. Et la réponse, aussi douloureuse fût-elle, était écrite ligne par la communauté même qui avait créé le hashtag. Car, Grave Matter, n'était plus un slogan. C'était devenu un mouvement, sans leader, spontané, mais doté d'une force morale plus forte que n'importe quelle campagne médiatique de l'histoire. Parmi des millions de publications, une citation de la chanson de Jazz Ray revenait sans cesse, tel un nouveau cri de ralliement. S'il pensait qu'une seule balle suffirait à la faire disparaître, il n'avait jamais compris le pouvoir de la mémoire. Les paroles finales de celles qu'ils avaient abattues résonnaient encore quelque part à l'extérieur de la salle d'audience, telle la résonance obsédante d'un monde fraîchement réveillé, alors qu'à l'intérieur tout était devenu silencieux. Le greffier posa une main sur la table. Le projecteur s'alluma. Pas d'introduction, pas d'annonce, pas de rappel à l'ordre. Mais lorsque le grand écran s'illumina au centre de la salle d'audience, tous les regards furent instantanément captivés, comme si la chambre entière avait été scellée par une force inéluctable. Des preuves brutes et vivantes, inédites, et ceci, personne n'avait le droit de l'éteindre. L'image tressaillit pendant les premières secondes. Les images de la caméra piéton fixée sur l'uniforme de Rick Soloway commencèrent à bouger. Pas d'étalonnage, pas d'effets spéciaux, pas de bande sonore, juste de l'audio, le bruit des bottes sur le trottoir, le sifflement du vent au coin de la rue, et un léger bruit, comme une respiration précipitée. Puis l'image se stabilisa devant Rick, devant tous ceux qui étaient assis, se tenait une femme noire en civil, désarmée, le regard calme. Elle resta immobile, ne recula pas, ne résista pas un seul mot de menace. Rick ne dit rien. Pas d'avertissement, pas d'ordre de lâcher son arme. Pas l'habituel ordre de la police que l'on trouve dans des milliers de vidéos de formation. Il leva simplement la main calmement, comme pour fermer une portière de voiture. Le son qui suivit n'était ni un cri ni une sirène, mais le clic lourd et reconnaissable d'une détente armée. Un battement, puis un autre. Et dans ce cadre où la lumière du soleil filtrait obliquement à travers les avant-toits, où chaque grain de poussière flottant scintillait comme des paillettes, un matin ordinaire, le coup de feu retentit comme un point d'exclamation fatal. Le sang ne jaillit pas. On ne se serait pas cru dans un film d'action. Juste un seul jet, suffisant pour tacher un côté de son col. Mais dans l'image ralentie, retouchée numériquement par le tribunal pour ne manquer aucune fraction de seconde, on pouvait le voir clairement, le regard de Rick. Pas de clignement, pas de tressaillement, pas de tremblement. Ce regard, creux comme celui de quelqu'un qui regarde un sac poubelle jeté au bord du trottoir, devint le témoignage le plus accablant qu'une société ait jamais eu à entendre. Et puis, dans un silence morne, la voix de la vidéo traversa les microphones de la salle d'audience. Plus d'agents, hein. Ce n'était pas aussi fort qu'un cri, mais chaque consonne grinçait l'une contre l'autre. Chaque pause. Entre les mots s'enfonçaient dans les côtes de l'auditeur comme une lame, laissant derrière elle une question. Était-ce une confirmation ou une satisfaction? Une jurée attrapa son casque, puis l'arracha comme si elle avait touché du métal brûlant. Elle resta figée un instant. Puis elle se mit à pleurer doucement. Pas de sanglots, pas de dramatisation, juste une larme tombant entre deux mains jointes, blanchie par la force avec laquelle elle les serrait. Comme si elle-même ne savait pas quelle émotion l'envahissait, la rage, l'horreur, ou une forme de culpabilité collective commençant à s'infiltrer jusqu'à la moelle. Mais ça ne s'arrêta pas là. Le segment suivant, d'un accent grave peine 13 secondes, fut peut-être le plus long de toute la carrière de Rick Soloway. Il se tourna et regarda droit dans la caméra. Son visage était inchangé. Aucune expression, pas une ride ne se dessinait sous le signe du remords. Puis les mots arrivèrent. Pas fort, presque un murmure, mais clairement capté par le micro. Je l'ai fait parce que la loi n'était pas assez rapide. Cette phrase, telle une lame tranchant la nuque de tout un système judiciaire assis dans la pièce, ne laissait aucune place au hasard. Aucune excuse pour une réaction de sac fendu.
Plus aucune couverture pour les risques professionnels. Lui, Rick Soloway lui-même, venait de prononcer le véritable manifeste de son crime. Et la façon dont il le prononça, glacial, comme si expliquait pourquoi il avait jeté un morceau de pain rassis à la poubelle, voilà ce qui vida la salle d'audience de toute son énergie. Rick commença à se lever, peut-être pour parler, peut-être pour nier, peut-être simplement par instinct de survie, celui qui a longtemps été habitué à déformer le langage pour se faufiler entre les mailles du filet juridique. Mais avant qu'il puisse ouvrir la bouche, la procureure, une femme d'âge moyen aux cheveux argentés, portant de fines lunettes et un regard acéré comme un scalpel, l'interrompit d'une seule phrase, sans hausser la voix. Inutile d'insister. Vous venez d'avouer un homicide volontaire. La salle d'audience se figea. Personne ne bougea. Personne ne respira profondément. Et étrangement, ce n'est ni la vidéo, ni le sang, ni le coup de feu qui enfoncèrent le dernier clou dans le cercueil de Rick. C'est cette phrase. Il ne se rassit plus, ni ne marcha. Il se tenait simplement debout, tel une ombre coincée entre le mur et une lumière aveuglante, sans échappatoire, sans raison, sans défense. Les caméras du tribunal continuèrent à filmer, en direct. Sans interruption. Et des millions de personnes regardaient. D'une laverie automatique à Détroit, d'un restaurant à Miami, à un appartement en attique à Seattle, tous observaient Rick, debout dans cette lumière blanche et crue, sans flou, sans filtre, sans montage, sans commentaire, sans excuse, juste un regard figé et sa voix résonnant en boucle à travers des milliers de ralentis. Je l'ai fait parce que la loi n'était pas assez rapide. Personne ne s'est levé pour applaudir. Personne n'a applaudi. Parce que tout le monde n'éprouvait pas de joie à voir quelqu'un comme Rick être exposé. Certains se contentaient d'observer en silence. Comme s'ils comprenaient enfin, l'honneur ne s'accorde pas avec un uniforme. Il devient visible quand on n'a plus rien à cacher. Et aujourd'hui, Rick Soloway, autrefois symbole d'ordre et de sécurité, s'était dépouillé de toutes ses couches d'une simple pression sur la gâchette et de 2 phrases indélébiles. Elle entra dans la salle d'audience par un matin gris et sombre. Pas de bande sonore, pas de bruissement de vent, pas de lumière clignotante. La porte s'ouvrit doucement, comme si ses gonds avaient été huilés la veille. Pourtant, tout le monde, à l'intérieur, le sentait indéniablement. Quelque chose bougeait. Personne ne fut invité à se lever, mais toute la galerie resta unie. Non par respect pour son grade, ni pour ses médailles, mais pour sa présence. Simple, silencieuse, et pourtant impossible à déconcertante. Alina Grave portait une chemise blanche boutonnée, ni blazer, ni épaulette, ni insigne d'aucune agence sur la poitrine. La chemise était impeccable, le col noué jusqu'en haut, son poignet gauche encore enveloppé de gaze, des bandages blancs visibles sous la manche soigneusement retroussée, telle une blessure que le système n'aurait pas réussi à masquer. Elle ne portait pas d'insigne, pas de maquillage, pas de cheveux teints, juste le regard nu, direct, sans défense. Le greffier lut son nom. Alina Grave, ancienne agente fédérale, témoin de la partie civile. Elle ne réagit pas, s'avança simplement, posant légèrement sa main droite sur la Bible, comme le veut le protocole, le regard fixé sur le microphone. Même pendant la prestation de serment, elle ne regarda pas l'huissier. Elle regarda droit vers le jury, chacun d'eux, et ce regard, non. Sa voix dura, non accusatrice. Dégoûté, mais parce qu'il ne voulait plus voir. Il n'était plus digne de mépris. Il n'était qu'un résidu d'une époque où l'orgueil s'était construit sur le silence de ses victimes. Les caméras du tribunal ont capturé chaque seconde de sa sortie. Mais les téléspectateurs n'ont pas vu un méchant se prélassant dans le défi, ni un monstre riant de sa chute, ni même un homme rongé par le remords. Ils virent un homme creux et cendré, comme des braises qui n'étaient pas encore complètement dissoutes. Ses pas ralentirent, ses genoux fléchirent, mais il essaya de garder le dos droit, comme s'il partait par choix. Et c'est cet effort même qui révéla la vérité encore plus clairement, il n'avait plus rien à perdre. Parce qu'il n'avait jamais vraiment rien possédé. Personne ne l'a vu partir. Personne n'a dit « J'espère que tu as appris quelque chose ». Personne ne lui souhaitait un chemin vers la rédemption. Parce que certaines personnes n'ont pas besoin de leçons. Ce qu'il faut, c'est l'image de ceux qui étaient autrefois protégés par le pouvoir, mise à nu comme un avertissement. Rick Soloway a quitté la salle d'audience comme une ombre déplacée.
Les mains menottées, l'identité dépouillée, et pas assez d'âme intacte pour être jugé avec honneur. Il n'est pas tombé. Il a été laissé derrière. Et c'était une sentence plus lourde que celle qu'aucun juge ne pourrait jamais prononcer. La porte de la salle du jury fut fermée à 9h42. Visé. Personne ne s'est levé. Personne n'a bougé. Les journalistes, les avocats, les spectateurs sont tous restés assis. Non pas par courtoisie, mais parce qu'ils savaient que cette attente ne serait pas longue. Personne ne l'a dit à voix haute, mais la même pensée résonnait dans tous les esprits: nous n'avons pas besoin de plus de preuves. Nous avons juste besoin de confirmation que nous avons tout vu. Rick Soloway avait quitté la salle d'audience moins d'une heure plus tôt, les mains menottées, le regard dérivant quelque part dans le vide entre ses épaules et la cellule de détention. Il n'a rien dit de plus. Personne ne lui a rien demandé de plus. Chaque image avait été rejouée, chaque mot analysé. Sa dernière phrase est encore gravée dans la mémoire de millions de personnes: je pensais qu'elle n'était qu'une autre femme noire. À partir de ce moment-là, personne ne l'a appelé l'accusé. Il n'était qu'un vestige. La délibération a duré exactement 42 minutes, non pas parce qu'il y avait un manque de réflexion, mais parce qu'il n'y avait plus rien à penser. Lorsque la porte en bois s'ouvrit à nouveau, le président du jury, un homme vêtu d'un blazer gris usé, le col effiloché, les yeux embués par l'âge, se dirigea lentement vers la barre. Le verdict fut plié en deux. Il ne regarda pas le défendeur. Il regarda directement le juge, sa voix, ferme comme la pierre, frappant la pierre. Le jury, avec l'accord unanime des 12 membres, déclara le défendeur Rick Soloway coupable de meurtre au second degré, d'abus d'autorité dans l'exécution de ses fonctions, d'obstruction à la justice fédérale et de falsification de dossiers d'enquête nationaux. Personne n'a applaudi, personne n'a halté, et ce silence lui-même s'est resserré autour du verdict comme un cadre en bois. Un résultat qui n'avait besoin d'aucune fioriture, d'aucun effet théâtral. Il suffisait qu'il existe, et il existait comme quelque chose d'indéniable. Le juge n'a pas rouvert le dossier. Il n'a pas exprimé de mots de gratitude. Il regarda Rick, qui avait maintenant été ramené dans la salle d'audience par l'entrée latérale. Le visage de Rick n'était pas pâle, mais une tache sombre s'était répandue au niveau du col, non pas à cause du sang, mais à cause de la sueur, qui s'infiltrait de la nuque jusqu'à la colonne vertébrale. Lorsque l'officier recula sa chaise pour pouvoir se lever et prononcer la sentence, Rick essaya de garder une posture droite. Mais pour la première fois, ses mains tremblaient. Il tremblait juste assez pour que le brassard tinte faiblement, froid et clair, comme un carillon final, marquant la fin de ce qui était autrefois déguisé en pouvoir. Rick Soloway. La voix du juge n'était ni lente ni rapide, comme s'il lisait le nom d'un étranger. Au nom du tribunal fédéral, je vous condamne par la présente à 75 ans de prison sans libération conditionnelle, sans sursis à exécution, sans admissibilité à une réduction de peine. Vous commencerez à purger votre peine immédiatement sous la surveillance d'une autorité spéciale indépendante. Une longue pause. Le juge baissa légèrement la tête, non pas en guise de cérémonie, mais pour marquer le point final. Puis il ajouta, sans regarder Rick, mais en fixant directement le jury, comme pour défendre une valeur presque assassinée par des années de silence. Tu ne lui as pas tiré dessus. Vous avez tiré sur un symbole que nous ne pouvons pas tuer. Cette fois, Rick n'a pas répondu. Il n'a pas serré les dents. Il n'a pas fermé les yeux, mais son pied gauche a légèrement bougé. Non pas intentionnellement, mais parce que le poids de son corps ne pouvait plus maintenir son équilibre. Peut-être voulait-il encore se tenir debout comme un homme, mais la manche sombre et trempée de sa chemise trahissait ce désir ultime. Personne ne l'a touché. Personne ne l'a bousculé. Pourtant, il titubait comme s'il était tiré du bord d'une falaise psychologique, une falaise qu'il avait lui-même escaladée à force de rhétorique et d'illusion. La police a escorté Rick. Personne ne l'a regardé partir. Même les journalistes, habitués à braquer leurs objectifs sur les victimes comme sur les bourreaux, ont cette fois baissé leurs caméras, comme si la vérité avait suffisamment parlé par le poids de sa présence. Une seule personne a pris la parole, non pas dans la salle d'audience, mais à l'extérieur, après la fermeture des portes. Un membre du jury, interrogé par un journaliste sur la raison pour laquelle il n'avait pas besoin de plus de temps, répondit. Nous n'avons pas condamné un policier.
Nous avons condamné une illusion de pouvoir illimité. Une sentence non destinée à apaiser, non à expliquer, mais à clore. Clore comme on scelle une boîte qui contenait autrefois du poison et qu'on enfouit profondément pour que personne ne puisse rouvrir. Alina Grave ne resta pas pour entendre la sentence. Elle quitta le tribunal dès le début des délibérations. Aucun journaliste ne la suivit. Aucun agent de sécurité ne l'escorta. Personne ne tenait de parapluie. Elle longea les piliers de pierre, traversant le parking arrière, ne portant rien d'autre qu'un petit sac en tissu. Toujours avec son bandage de chemise blanche au poignet. Toujours le même regard fixe, mais cette fois sans tension, sans méfiance, juste calme, comme quelqu'un qui s'était enfin débarrassé d'un fardeau qu'elle n'avait jamais choisi, mais qu'elle avait porté trop longtemps. Une jeune journaliste la poursuivit, sans micro, sans crier, se contentant de l'appeler doucement, « Souhaitez-vous dire quelque chose ?» Elina s'arrêta, se retourna et la regarda droit dans les yeux. Le regard, ni vif ni doux, mais miroitant comme un miroir. « La justice, dit-elle, n'a pas besoin de crier. » Puis elle se retourna et s'éloigna. Sans un regard en arrière. Cette phrase, de seulement 6 mots, fut republiée sur près de 5 millions de comptes en 12 heures. Personne n'ajouta rien. Personne ne la reformula. Car pour la première fois depuis des années, l'Amérique venait peut-être d'entendre quelque chose qui n'avait jamais existé dans des millions de gros titres, le silence. Mais le silence de quelqu'un qui avait survécu au bal, au pouvoir, et au silence des autres pour dire qu'elle était encore entière. Le prononcé de la peine s'acheva à 10h37. Mais le système ne s'arrêta pas là. Pendant des années, les affaires se terminaient par une condamnation numérotée de plusieurs années, plusieurs pages d'actes d'accusation, plusieurs dollars de restitution. Puis le dossier était classé et transféré aux archives sous des lumières froides et des tiroirs métalliques rouillés. Mais cette fois, le dossier ne. Son nom correctement orthographié, sans majuscule. Comme si c'était le dernier effort de quelqu'un qui avait autrefois utilisé son nom de famille comme cible. Elle ne la déchira pas, ne ricana pas, ne pleura pas, ne. Elle l'a pliée, ne l'a partagée avec personne. Elle a simplement pris une feuille blanche, a écrit une seule ligne, l'a pliée soigneusement, l'a mise dans l'enveloppe d'origine et l'a fait renvoyer. Tu ne m'as pas tiré dessus. Tu as sapé la confiance d'enfant qui me ressemble, et on ne peut pas s'en excuser. Ce n'était pas une accusation. Ce n'était pas un discours. Ce n'était pas des représailles, mais c'était une phrase. Précise, tranchante et sans appel. Dès qu'il a reçu sa réponse, Rick a attendu, non seulement des mots, mais une présence. Chaque jour, il demandait au surveillant du bloc B, « Vient-elle aujourd'hui ?» Sa voix ne tremblait pas. Il ne suppliait pas, juste d'un ton ferme, comme si son espoir ne provenait pas de la croyance, mais de l'idée absurde qu'il pouvait encore sauver quelque chose. 3 semaines ont passé. Personne n'est venu. Personne n'a appelé, personne n'a parlé d'elle. Chaque après-midi, il s'habillait proprement, attendait assis dans la salle de visite, les yeux fixés au-delà du plexiglas sur une porte qui ne s'ouvrirait jamais. Le 23e jour, un garde d'âge moyen, ancien militaire de la marine, entra dans la pièce, posa doucement une main sur l'épaule de Rick et dit « Elle n'a pas refusé parce qu'elle te déteste. Elle a refusé parce que tu n'as plus la dignité d'être pardonné. » Ce n'était pas un coup de poing, mais ça faisait plus mal que n'importe quel coup de poing. Rick n'a rien dit. Il hocha la tête, puis baissa la tête. Il n'a pas claqué un mur, n'a pas frappé la table, il est simplement resté assis comme quelqu'un emporté trop loin par le déluge pour appeler le rivage par son nom. Pour la première fois, il pleura, non pas de culpabilité, ni de remords, mais parce qu'il réalisait qu'il avait perdu la seule chose qui aurait pu le rattacher à son humanité, le droit de s'excuser. Il ne méritait plus de dire « je suis désolé ». Parce que ce qu'il avait fait n'était pas une erreur. C'était une trahison. Et quand la trahison tue la confiance, aucun mot n'est assez pur pour la purifier. La presse n'en a pas parlé dans ses gros titres. Il n'y avait pas de banderole sur laquelle on pouvait lire « Le méchant s'effondre ». Aucune caméra n'a filmé ses mains tremblantes. Mais une semaine plus tard, l'American Legal Journal publiait une courte chronique, sans photo, sans fanfare, avec un seul titre, « Le pardon n'est pas toujours mérité ». L'article ne comptait que 600 mots.
Il ne récapitulait pas l'affaire. Il ne la décrivait pas. Il n'analysait pas ses actions. Il avançait un argument: il y a des péchés qui n'ont pas besoin de prison, pas de haine. Ils s'autodétruisent dans le silence des victimes qui n'ont plus besoin de parler. Rick a lu cet article à la lumière fluorescente de la prison. Personne ne savait ce qu'il pensait. Il a plié le papier, l'a placé dans son casier, ne l'a pas déchiré, ne l'a pas gardé comme souvenir, l'a simplement plié comme quelqu'un qui comprenait l'histoire. Il avait été autrefois un pilier et continuait maintenant sans avoir besoin de perpétuer son nom. Et dans un autre coin du pays, loin de toute tribune ou de tout projecteur, Alina Grave sortait d'une librairie, une revue juridique récemment publiée à la main. La couverture ne présentait pas son visage, mais l'image d'étudiants discutant de la doctrine Grave. Elle ne s'est pas arrêtée, n'a pas souri, n'a pas dit « c'est moi ». Elle continuait simplement à marcher d'un pas léger, sans se presser, sans se retourner, comme si l'homme qui lui avait tiré dessus était maintenant allongé derrière elle, non pas dans une cellule de prison, mais dans un monde qui n'était plus autorisé à entendre sa voix. La salle de conférence internationale sur l'application de la loi, qui se tenait à Arlington, était remplie de costumes impeccables, de badges étincelants et de discours édités jusqu'à la toute dernière période. Au-dessus des drapeaux des pays membres étaient accrochés uniformément, comme des notes de test parfaites, personne n'ayant jamais échoué. L'atmosphère à l'intérieur ressemblait à celle d'un opéra où même l'émotion était orchestrée avec tant de précision qu'aucun sanglot n'osait sortir du rythme. Les délégués sont entrés en file indienne et se sont assis selon des plans de salle vérifiés par plusieurs niveaux de sécurité. Tout était impeccable, précis et sans âme. Puis, au cours de la 5e séance, alors que la foule se préparait à une autre présentation PowerPoint sans vie, quelqu'un s'est avancé des derniers rangs. Pas de badge, pas de micro-cravate, pas de nom dans le programme des conférences. La caméra principale n'a pas pivoté assez vite et le flux secondaire s'est coupé 2 secondes avant que son visage puisse être enregistré. Mais sa voix résonnait, claire, constante, ni forte ni faible, comme un témoignage dans une salle d'audience sans juge, où chacun était pourtant obligé d'écouter. Personne ne savait pourquoi la sécurité ne l'avait pas arrêté. Personne n'a compris pourquoi les délégués du premier rang, y compris le président lui-même, ne se sont pas levés pour lui couper la parole. C'était peut-être une hésitation. C'était peut-être son visage. Ou peut-être que dès les premiers mots, tout le monde savait que ce qui allait être dit ne pouvait pas être rétracté, même à huis clos. Au bout de 15 secondes, toute la salle était silencieuse. Au bout de 20 secondes, quelqu'un a commencé à enregistrer sur un téléphone personnel. Au bout de 40 secondes, un producteur de Channel 8 a envoyé un SMS à son rédacteur en chef: « Je crois que je viens d'entendre quelque chose qui pourrait bouleverser l'ensemble du secteur policier mondial. » Mais avant cela, juste après sa 3e phrase, un homme en uniforme bleu foncé assis au siège à 3 a sorti un mouchoir et s'est essuyé le visage, bien qu'aucune sueur ne soit visible. Il s'appelait Doug Larin, ancien directeur du Centre de surveillance stratégique de la criminalité internationale, et la femme qui parlait avait été sa coordinatrice technique principale 12 ans plus tôt. Elle avait pris un congé de 2 semaines après une mission à Johannesburg, où un garçon de 10 ans a été abattu par la police qui avait pris une boîte de conserve pour une arme. Le rapport interne a été scellé. Elle est restée à son poste pendant 6 ans de plus, puis a disparu des dossiers du personnel sans dire au revoir. Aujourd'hui, elle se tenait dans l'Arlington Hall, non pas pour raconter cette histoire, mais pour forcer chacun à se la poser. Qu'avait-il oublié? Et pourquoi était-il si facile d'oublier? Le premier moment qui a bouleversé la salle ne fut pas ses mots, mais son expression lorsqu'elle déclara: « Ce n'est pas faute de technologie. C'est parce qu'il y a des gens entraînés à voir la douleur mais payés pour ne rien ressentir. » La caméra capta le sursaut de rein, puis un sourire forcé, puis un jeu de cravate. La vidéo virale du lendemain ne le montra pas. On le voyait seulement lever les yeux, le visage pâle, au milieu d'un tonnerre d'applaudissements qui fit l'effet d'une gifle. En 7 heures, elle fut partagée plus d'1 million de fois sur la plateforme X, avec le hashtag 176 mots. Quelques heures plus tard, avant même que la conférence ne puisse s'interrompre, le second coup fut porté. Un jeune délégué islandais, connu pour son ton mesuré, se leva soudain et interpella Rhin, la voix tremblante mais ferme. « Vous avez opposé votre veto à la proposition d'archivage des données des caméras corporelles, invoquant la confidentialité des agents.
Pensez-vous qu'un enfant de 10 ans mérite lui aussi le respect de sa vie privée? La question n'était pas à l'ordre du jour. Personne ne répondit. Mais qu'est-ce qui compte vraiment? La suite a semé la pagaille dans la salle. Lorsque sur sa robe, l'instant semblait fortuit, mais, capté par la caméra, il fut rapidement interprété comme un signe visible de rupture psychologique. Elle avait déclaré un jour, l'erreur d'un individu ne peut ébranler les fondements d'une institution. Et maintenant, elle était secouée, non par une erreur individuelle, mais par une structure qui se fissurait sous ses yeux. Personne ne parlait plus, car chacun savait que s'il ouvrait la bouche maintenant, chaque mot deviendrait une preuve contre lui. Alina ne prononça pas de jugement, mais le silence qui l'entourait devint le verdict le plus clair. Un verdict non signé, mais entendu par des centaines de personnes. Sa voix n'était pas forte, mais à cet instant, la rangée de microphones sembla se serrer autour de la gorge de tous ceux qui croyaient autrefois que la justice était une chose qui arrivait par les voies légales. Sa déclaration n'était pas un manifeste. C'était un réflexe. Le réflexe de quelqu'un qui devait se retenir de tomber, non seulement sous une balle, mais de sombrer dans l'oubli sous la lumière froide et stérile de la scène. La réalisatrice, une femme noire aux cheveux grisonnants et à la voix de cheval façonnée par des décennies d'entraînement, retira ses lunettes. Un geste simple, mais qui immobilisa la salle entière, si absolu qu'il semblait répéter. Personne ne s'attendait à ce qu'après des dizaines de panels mondiaux, après tous les rapports d'étape sur l'équité raciale et le maintien de l'ordre, le plus désarmant soit une voix, ni forte ni tremblante, mais portant la voix pleine d'une génération contrainte de parler doucement. Je pensais n'être qu'un agent. La phrase d'ouverture ne différait guère d'un rapport politique classique, mais 2 secondes plus tard, plus personne ne pouvait continuer à siroter un café ou à consulter son téléphone. Maintenant, je comprends. Ils ne m'ont pas tiré dessus parce que je portais un badge. Ils m'ont tiré dessus parce qu'ils ne croyaient pas que je puisse être humaine. L'air dans la salle semblait transpercé par une aiguille à pointe d'acier. Chaque souffle se rassemblait comme des rafales, s'écrasant dans les crevasses rocheuses. Au fond de l'auditorium, un jeune officier serra instinctivement le capuchon de son stylo, pour se rendre compte que du sang avait suinté d'une précédente égratignure. Comme si sa peau comprenait que les mots avaient transpercé des couches de théorie. Un écran secondaire s'alluma hors champ. Quelqu'un dans la cabine technique, sans ordre clair, projeta le rapport interne publié le matin même, 3 statistiques d'État sur l'usage excessif de la force contre des policiers issus de minorités. Les barres rouges, 2 fois plus hautes que la moyenne nationale, firent s'enfoncer davantage les personnes assises au premier rang, comme alourdies par le poids insupportable de vérité qu'elles avaient longtemps ignoré. Parmi les délégués se trouvait le lieutenant-colonel Asker, partiellement dissimulé derrière un carnet marron. Ancien conseiller stratégique de la force d'intervention rapide de l'Est, il avait signé le protocole d'urgence incendie dans les zones suspectes 2 ans auparavant. Une note de cette ligne permettait aux policiers d'évaluer les niveaux de menace en fonction de leur intuition professionnelle. Et cette intuition, comme chacun le savait sans jamais le dire, visait toujours la mauvaise couleur de peau. Un violent claquement fit sursauter le premier rang. Quelqu'un avait fermé un ordinateur portable et était sorti, non pas par indignation, mais par une exposition insupportable. Un universitaire blanc, qui avait autrefois défendu la théorie du comportement de stress des policiers, sortit sans un mot, laissant derrière lui le regard de ses collègues qui ne masquaient plus leur dédain. Quelques minutes plus tard, un extrait enregistré secrètement de la déclaration de la réalisatrice dépassa les 300 000 partages en moins d'1 heure. Le commentaire épinglé provenait d'un vétéran noir. Autrefois, je croyais que l'uniforme était un honneur. Aujourd'hui, je comprends que pour beaucoup, ce n'est qu'un bouclier pour dissimuler des préjugés qu'ils refusent d'admettre. Dans le couloir, des officiers supérieurs d'une académie de sécurité nationale débattaient non pas de son discours, mais de la question de savoir s'il fallait diffuser du contenu non programmé sur les forums officiels. L'un d'eux lança finalement, on les a laissés prendre le contrôle de la plateforme. Une agente de sécurité passa et lui jeta un coup d'œil. Elle n'a rien dit, mais son regard lui fit réaliser, pour la première fois de sa vie, que c'était lui qui était perçu comme la menace. De retour dans le couloir, l'air resta figé jusqu'à ce qu'une question transperce la hiérarchie comme une pierre à travers du verre. S'il ne savait pas que j'étais du FBI, était-il encore justifié de me tirer dessus? Personne ne bougea. Personne ne toussa.
Personne n'osa établir un contact visuel. Ceux qui avaient autrefois instrumentalisé le langage, qui s'étaient cachés derrière une rhétorique politique, étaient désormais paralysés par une question trop simple pour être éludée. Elle n'exigeait pas de réfutation. Elle exigeait réflexion. Puis vint le coup de grâce. Pas fort, mais d'une clarté dévastatrice. Et si votre réponse est oui, alors le problème n'est pas moi, c'est vous. Personne n'osa expirer trop bruyamment. Personne n'applaudit pour apaiser la tension. Elle ne remercia personne, ne s'inclina pas, ne fit pas un signe d'adieu. Elle se retourna simplement, ses pas silencieux, réguliers, comme le battement de cœur de quelqu'un qui avait trop souffert pour avoir besoin de reconnaissance. Et tandis qu'elle s'éloignait, sans s'attendre à des applaudissements, sans chercher à obtenir un hochement de tête, quelque chose d'inattendu se produisit. Toute la salle se leva. Personne ne leur donna d'instructions. Personne ne cria. Mais chaque paire de jambes se leva, non pas pour célébrer, mais pour se défendre contre une vérité trop immense à assimiler. Assis dans la salle d'attente en coulisses, un représentant de Scotland Yard baissa les yeux sur ses notes vierges. Il referma le carnet et murmura. Ce n'était pas un discours. C'était une preuve vivante. Un officier canadien hocha la tête en silence et tapa dans sa note interne. Sujet de formation obligatoire du protocole grave. Le lendemain, l'ensemble du réseau interne du FBI mit à jour la section de formation comportementale. Pas de texte, pas de théorie, mais une seule vidéo d'1 minute et 42 secondes, extraite de sa déclaration. Pas de voix off, pas de logo, pas de guide. Juste un son brut, des images brutes et une légende en bas de l'écran. Je n'étais qu'un agent quand il ne me laissait pas être humain. À partir de ce moment-là, le discours ne fut plus classé dans les contenus inspirants. Il fut classé dans le cadre d'une révision trimestrielle obligatoire pour toutes les nouvelles recrues. Personne ne le qualifia de leçon, car ce qu'elle laissait derrière elle ne relevait plus de l'éducation. C'était un miroir, reflétant non pas la fierté, mais des limites. Des limites entre la prise de décision et le poids de ses décisions. Elle ne retourna jamais à la tribune. Elle ne participa plus jamais à des événements politiques, médiatiques ou publics. Personne ne savait où elle était allée. Mais on dit que dans un lycée public du sud de la Géorgie, dans une classe d'éducation civique, sa photo est épinglée au pied du mur. Ni avec des titres, ni avec un grade, juste une phrase écrite à la craie blanche. Si je n'étais pas du FBI, aurais-je encore mérité de vivre? Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Chaque seconde que vous passez à lire, à réfléchir et à ressentir est le carburant le plus puissant qui nous pousse à créer des histoires non seulement pour choquer, mais aussi pour susciter la réflexion, éveiller les consciences et restaurer la foi en la justice, en la décence humaine, en la valeur même de la vie. Laissez un commentaire, même une simple ligne, pour partager vos pensées, vos expériences, ou simplement ce que vous souhaitez dire au monde. Cette histoire ne s'arrête pas avec Alina Grave. Elle recommence avec chaque lecteur arrivé jusqu'ici. Cliquez sur « J'aime » si vous pensez que cela mérite d'être vu. Partagez-la pour que ceux qui perdent espoir puissent reprendre des forces. Abonnez-vous à marcher avec nous pour raconter des histoires que personne d'autre n'ose raconter, d'une voix qui n'a pas besoin de crier, mais qui touche suffisamment profondément pour atteindre l'âme. Vous êtes la raison pour laquelle cela continue. Pas besoin de remerciements, juste de votre présence.